1er juillet 1965, imaginez un petit village de Provence, au pied des Alpes, avec des champs de lavande à perte de vue. Ce village, c'est Valensole, dans les Alpes de Haute-Provence. Et la tranquillité de Valensole va être perturbée par l'arrivée d'une soucoupe volante avec, à son bord, des petits êtres venus d'une autre planète. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons plonger encore une fois dans une histoire extraordinaire. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire de la soucoupe volante de Bolazec dont j'avais fait une vidéo, et si vous checkez un petit peu les vidéos sur ma chaîne vous allez la retrouver. Eh bien l'histoire d'aujourd'hui se rapproche de ce témoignage où effectivement une personne a vu une soucoupe volante avec des petits êtres à l'intérieur. Avant de commencer, j'ouvre une petite parenthèse pour vous faire un petit résumé de mes réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur mon autre chaîne YouTube ASMR, qui est en description, mais je vais vous le mettre aussi ici. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook et sur Instagram. Les liens sont en description. Et je referme la parenthèse. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire fascinante de Maurice Mas, un agriculteur de Valensole, qui a vécu l'une des rencontres ovni les plus perturbantes du XXe siècle. Cet événement a été suivi d'une enquête approfondie et a laissé des traces dans ce petit village de Provence, marquant l'histoire de l'ufologie. Je vais vous faire découvrir cette histoire incroyable et tous les détails de cette rencontre hors du commun. Pour bien comprendre l'impact de cet événement, il faut d'abord replacer l'histoire dans son contexte. Nous sommes en 1965, en plein été. Le village de Valensole, niché au cœur de Provence, est connu pour ses champs de lavande à perte de vue. À cette époque, la région vit au rythme de la nature et l'idée d'une rencontre extraterrestre semble aussi éloignée que le seraient des contes fantastiques. Maurice Mas est un agriculteur de 41 ans, c'est un homme simple et respecté dans la communauté. Il est connu pour son sérieux et son intégrité. Ce matin du 1er juillet 1965, comme à son habitude, Maurice sort travailler dans ses champs de lavande. Il s'attend à une journée ordinaire, mais ce qu'il va vivre au cours de cette journée va bouleverser sa vie à jamais. Nous sommes aux alentours de 5h45 du matin. Alors qu'il inspecte ses plants de lavande, Maurice entend soudain un bruit étrange, comme un sifflement aigu, inhabituel pour la région. Intrigué, il cherche d'où vient ce son, pensant qu'il s'agit peut-être d'un hélicoptère ou d'un avion. Mais ce qu'il voit dépasse l'entendement. À une centaine de mètres de lui, dans son champ, il aperçoit un objet qu'il décrira plus tard comme étant en forme d'œuf, posé sur 4 pieds. Ce qui ressemble à une soucoupe volante semble être en train de se poser. Surpris mais curieux, Maurice s'approche lentement. À son grand étonnement, il voit alors 2 petites créatures mesurant à peine 1 mètre sortir de l'engin. Ces êtres ont une tête disproportionnée, des yeux immenses et un corps relativement frêle. Ils ne ressemblent en rien à des humains. Maurice, malgré la situation, reste observateur. Et vous allez voir qu'au fil de cette histoire, les détails vont s'étoffer.
car Maurice va être auditionné par la gendarmerie à plusieurs reprises et à chaque audition, il apportera plus de précisions sur ce qu'il a vu et vécu. Les deux êtres semblent se concentrer sur un des pieds de l'engin, comme s'ils examinaient quelque chose ou effectuaient une réparation. Puis soudain, l'un des deux êtres se retourne et fixe Maurice. Ce dernier se retrouve alors paralysé, dans l'incapacité de bouger, comme hypnotisé par leur regard. Et retenez bien cette information car je vais y revenir plus tard et vous allez voir qu'elle a son importance. Après un court moment qui semble être une éternité pour Maurice, les deux êtres retournent calmement à leur appareil. L'engin commence à s'élever dans les airs sans bruit, puis disparaît rapidement dans le ciel, laissant derrière lui un étrange sifflement. Une fois la soucoupe volante disparue, Maurice se retrouve enfin capable de bouger. Il est en état de choc, mais il est certain de ce qu'il vient de voir et ce n'est ni un avion, ni un hélicoptère, ni un quelconque appareil humain. Maurice va très vite raconter son histoire à tout le monde. Il a besoin de s'exprimer sur ce qu'il a vu, c'est un incident qui l'a énormément bouleversé. Mais très vite, ça va jaser dans le village et il va y avoir rapidement des curieux et des journalistes qui vont se rendre sur place. Et c'est monsieur Moisson, ami de Maurice et patron du bar des sports de Valençol, qui va prévenir la gendarmerie, redoutant peut-être une possible atteinte à l'ordre public. Maurice va être convoqué par la gendarmerie et va alors livrer son premier témoignage. Je dis premier parce que vous allez voir qu'il va y en avoir d'autres. Et ce qu'il va raconter à la gendarmerie est stupéfiant. Il explique que la veille, le 1er juillet, il quitte son domicile vers 5h30 le matin pour se rendre à son champ de lavande. Et d'emblée, il dit aux gendarmes qu'il n'a ni bu ni mangé quelque chose avant de partir. Il arrive dans son champ, il se met au travail et un petit moment après, il s'arrête pour enlever sa veste parce qu'il fait bon, il fait chaud et il s'assoit pour allumer une cigarette. Pour la suite, je vais vous retranscrire tels quels les mots de Maurice. L'instant d'après, j'ai entendu un sifflement non loin de moi. J'étais à ce moment-là dissimulé derrière un tas de pierres. Je n'ai absolument rien vu après le sifflement. Je me suis dirigé d'où il semblait provenir et j'ai alors constaté qu'un engin était posé dans mon champ de lavande. Il était de la grosseur d'une voiture dauphine et de couleur mate. Sa forme ressemblait à un ballon de rugby avec une porte de glissière sur le côté. Le dessus était en matière transparente par laquelle j'ai aperçu une personne à l'intérieur. Lorsque j'ai aperçu l'appareil, un homme était déjà à terre. Il était habillé d'une combinaison, semble-t-il, tête nue, les mains vides. J'étais à environ 60 mètres. La grandeur de ce personnage était d'environ 1 mètre, mais de corpulence assez importante. Le passager de l'engin m'a sans doute aperçu, car je suppose qu'il a averti celui qui était à terre, qui est remonté aussitôt dans l'appareil. J'ai alors entendu un bruit sourd et l'engin a disparu presque immédiatement en direction de Manosque. Après cette expérience, Maurice Mas est profondément bouleversé. Selon les témoignages de ses proches, il n'est plus la même personne. Lui qui était d'ordinaire jovial et sociable avait l'air beaucoup plus réservé. Il évoque souvent le sentiment d'avoir été connecté à quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Certains de ses voisins pensent qu'il a subi un traumatisme profond et d'autres croient fermement à son histoire compte tenu de la personnalité sérieuse de Maurice. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'endroit où s'est posée la soucoupe est marqué par une étrange empreinte. La terre semble avoir été compactée avec une immense force et une substance blanche, visqueuse et inconnue a été retrouvée sur certains plans de lavande proche du lieu de l'atterrissage. Les plantes dans ce périmètre commencent à dépérir mystérieusement et il faudra plusieurs années avant que la terre ne retrouve sa fertilité naturelle. Les autorités locales ainsi que la gendarmerie de Valençol prennent la déclaration de Maurice très au sérieux et ils se rendent sur les lieux.
Les traces laissées par l'OVNI sont visibles et étudiées par les scientifiques. Le soir même de son audition, à 23h15, Maurice est à nouveau interrogé par la gendarmerie, par le commandant de compagnie et le commandant de la brigade des recherches. Et l'agriculteur va délivrer des détails supplémentaires, notamment sur l'appareil et sur son mode de propulsion. Je précise que lorsque la personne qui était à terre est montée dans l'appareil, elle avançait la main droite pour s'agripper au bord de l'ouverture. L'engin est parti en oblique. Je l'ai perdu de vue au bout de 10 à 15 mètres. Il se trouvait à environ 6 à 8 mètres de hauteur quand je ne l'ai plus vu. J'ai regardé en l'air pour voir où il aurait pu se trouver, mais je ne l'ai plus aperçu. Il a disparu pire qu'un éclair. Au moment où il a décollé, les 6 pattes qui reposaient sur le sol et qui faisaient ressembler l'appareil à une araignée m'ont donné l'impression de tourner toutes dans le même sens. C'est le pivot enfoncé en terre qui a donné l'impulsion première en faisant un bruit sourd, sans soulever de poussière, puis les 6 pattes se sont mises à tourner. Maurice dira également ne s'être approché de l'emplacement de l'engin que 15 à 20 minutes après son départ, car il était trop émotionné. Et c'est là qu'il s'est aperçu que la terre était détrempée dans une sorte de cuvette. Dès le 2 juillet, la nouvelle de la soucoupe volante et de ses petits êtres s'est répandue dans tout le village et les régions environnantes. Le 3 juillet, tous les journaux, ou presque, parlent de la soucoupe volante de Valensole. Des ufologues du monde entier fascinés par ce témoignage se déplacent à Valensole pour enquêter. Jacques Vallée, l'un des ufologues les plus respectés à l'époque, s'intéresse particulièrement à cette affaire. Aimé Michel est également sollicité et il dira même que si Maurice a inventé la chose, il a inventé quelque chose de tout à fait conforme à ce que l'on sait déjà, en particulier de tout à fait conforme à une observation qui a été faite l'année d'avant aux États-Unis, à Soroco. Il montrera d'ailleurs à Maurice une photo en couleur de la maquette de l'engin qui a été observée aux États-Unis et Maurice avait l'air de se décomposer en voyant la photo. Voilà ce que raconte Aimé Michel. L'effet produit sur lui fut fantastique. J'eus l'impression qu'en voyant cette image, Monsieur Mas en était à son dernier soupir, comme s'il venait de regarder sa propre mort. D'abord, il pensa que quelqu'un avait photographié sa machine. Quand il apprit que celle-ci avait été vue aux États-Unis par un policier, il parut soulagé et me dit « Vous voyez bien que je ne rêvais pas et que je ne suis pas fou ». Ce qui renforce la crédibilité du récit de Maurice, c'est la cohérence de son témoignage, son comportement sobre et la réputation qu'il avait avant l'incident. De plus, plusieurs éléments matériels semblent appuyer son histoire. La trace laissée dans le champ, la dégénérescence des plantes de lavande et même des perturbations magnétiques relevées sur le site. Ces éléments sont jugés suffisamment sérieux pour que cette rencontre soit consignée dans les dossiers des phénomènes OVNI. Très vite, des curieux et des journalistes affluent de partout. Des départements voisins, de France et même de Belgique. Les locaux n'en finissent pas de pester devant tous ces véhicules venant de toutes parts. Le 4 juillet, Maurice quitte Valensole pour s'éloigner de l'agitation du village provoquée par son aventure. Il part rejoindre sa sœur à Gien. Mais il revient quelques semaines plus tard pour livrer de nouvelles confidences. Et c'est la 3e audition. Elle a lieu le 18 août 1965 à la gendarmerie. Maurice y va pour informer les gendarmes qu'il a des renseignements complémentaires à communiquer. Ce qu'il va raconter est encore plus saisissant que lors des auditions précédentes. Voilà ce que Maurice dit. Lorsque vous m'avez interrogé le 2 juillet, je ne vous ai pas révélé tout ce que j'avais vu, car c'était tellement extraordinaire que j'ai eu peur que l'on me prenne pour un fou et que l'on me fasse enfermer. Il a repris confiance et il est maintenant tout à fait décidé à décrire tout ce qu'il a vu au cours du matin du 1er juillet. Et voici les détails encore plus troublants que les précédents qu'il va livrer.
Il confirme le début de sa déclaration, notamment en ce qui concerne la forme de l'appareil et son volume, mais il rajoute s'être approché à 7 mètres de l'appareil en longeant la vigne qui jouxte son champ de lavande. Ce qui lui a permis de mieux voir ce que faisaient les deux créatures dans son champ. Depuis mon point de départ au tas de pierres, je me suis rendu compte que je n'avais pas affaire à des hommes et je les ai observés pendant tout le temps de mon trajet. Ces êtres étaient tous les deux à terre, ils étaient accroupis, l'un me tournait le dos, l'autre lui faisait face et ils regardaient, me semble-t-il, un plant de lavande. Et c'est à ce moment-là que l'impensable se produit. Un phénomène extraordinaire que Maurice avait tenu sous silence jusque-là. Lorsque je suis arrivé à 7 mètres d'eux, celui qui était tourné dans ma direction m'a alors aperçu. Il a dû faire un signe à l'autre, je suppose. Tous les deux se sont levés, celui qui avait le dos tourné m'a fait face et il a fait un geste du bras droit et de la main. Dans sa main, j'ai distingué un objet. À ce moment, j'ai été immobilisé, sans pouvoir faire un seul mouvement. Je ne ressentais rien, je n'étais pas engourdi ni contracté. Simplement, je ne pouvais faire aucun geste, ni remuer tête, bras, jambes et corps. Maurice est littéralement paralysé, incapable de se mouvoir au milieu de ses plants de lavande. Et il garde les yeux fixés sur les deux créatures devant lui. Ce qui lui laisse tout le détail de pouvoir les observer et il va délivrer un luxe de détails. Ces deux êtres n'atteignaient pas 1 mètre de hauteur. Ils avaient une taille un peu en dessous. Ils avaient une tête en forme de potiron d'un volume égal à 3 fois la tête d'un homme normal. Ils avaient des oreilles assez grandes, pas de menton, un trou rond à la place de notre bouche, des yeux qui m'ont semblé ressembler aux nôtres mais sans sourcils. Ils avaient un grand crâne sans aucun cheveu, leur peau était lisse, sans barbe, leur teint ne m'a pas frappé. Ils se rapprochaient de celui d'un homme blanc. Leur carrure était à peine plus large que leur tête. Ils avaient des bras et des jambes, je ne peux pas dire que j'ai distingué des doigts, sauf le pouce de celui qui a fait un geste vers moi qui m'a immobilisé, et le pouce de ces deux êtres quand ils sont montés dans l'appareil. Ils avaient de petites mains et je n'ai pas distingué les doigts autres que le pouce. Je n'ai pas fait attention à leurs pieds. Maurice va également apporter de nouvelles précisions sur leur accoutrement. Ils étaient vêtus d'une combinaison assez foncée, d'une seule pièce, m'a-t-il semblé. Ils avaient au côté gauche une sorte d'étui assez petit et à droite un autre étui plus volumineux. J'ai très bien distingué que celui qui m'avait immobilisé remettait ensuite dans l'étui porté à gauche l'objet qu'il avait braqué sur moi. Ces étuis m'ont semblé être soutenus par une ceinture. Malgré cette situation totalement extraordinaire, Maurice raconte ne pas avoir eu de peur particulière. Comme si on avait anesthésié en lui toute réaction de terreur. Ces deux êtres sont restés quelques minutes à discuter en me regardant la plupart du temps. J'ai remarqué que leurs yeux bougeaient et j'entendais une sorte de gargouillement provenant de leur gorge certainement. J'ai oublié d'indiquer qu'ils avaient presque pas de cou, leur tête était rentrée dans les épaules. Ils semblaient se moquer de moi, leur attitude ne me faisait pas peur car je n'avais pas l'impression qu'ils me voulaient du mal. Maurice va pouvoir également détailler l'engin mystérieux qui est posé devant lui et là encore il va délivrer des détails supplémentaires sur sa structure. Au-dessus de l'appareil, il y avait un dôme transparent comme si ça avait été du plexiglas. La hauteur de l'engin pouvait être d'environ 2,50 m. Il y avait une ouverture bien plus haute que large. Au bout de 4 à 5 minutes, les deux personnages ont grimpé dans l'appareil en s'aidant de la main droite puis de la main gauche. Ils sont montés avec agilité. L'ouverture faisait un tout petit peu plus que leur carrure et elle était un peu plus haute que leur taille. J'estime que la largeur de cette entrée aurait obligé un homme à se mettre de travers pour pouvoir passer. Une fois monté, une porte à glissière montant de bas en haut, à la manière d'une porte de meuble classeur, s'est refermée d'une façon qui m'a semblé automatique. Aucun d'eux n'ayant mis la main pour l'actionner. Je les ai distingués alors derrière le dôme.
Puis Maurice va décrire aux gendarmes la manière dont l'objet s'est envolé. J'ai entendu un bruit sourd qui a duré peut-être 2-3 secondes, tandis que l'appareil se soulevait à 50 cm à 1 mètre. Le tube qui se trouvait sous l'appareil est sorti de terre et les 6 pieds se sont mis à tourner. Je n'ai pas distingué la longueur du tube. Il n'y a eu ni fumée sortant du tube, ni poussière soulevée par l'appareil. J'ai distingué le moment à partir duquel les pieds se sont mis à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Tandis que les deux êtres me faisaient face, l'appareil est parti en arrière. Il s'est élevé en oblique dans la direction entre Volx et Manosque. Il allait plus vite qu'un avion en réaction au décollage. Je l'ai suivi pendant 15-30 mètres, puis je ne l'ai plus vu. Je connais parfaitement la vitesse de décollage d'un avion en réaction, puisque je vais souvent à Gien et que je vois décoller des avions de cette catégorie d'un aérodrome se trouvant à proximité. Je ne pouvais bouger ma tête, mais ma vue portait jusqu'aux collines de Volx, qui sont à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau. Maurice est resté paralysé et pétrifié pendant encore 15 minutes, contre sa volonté, après le décollage de l'appareil. J'ai eu peur de rester si longtemps sans pouvoir bouger. Puis j'ai pu remuer les mains ou presque immédiatement tout le corps et les membres comme avant. Je suis alors parti vers mon tracteur, j'ai allumé une cigarette et j'ai continué mon travail jusqu'à 7h30, 8h, monté sur mon engin. J'ai bidé un petit peu ma vigne, puis je suis rentré chez moi, en gros vers 8h30, 9h. Concernant la santé de Maurice Mas après cet événement, il confirme ne pas avoir de problème particulier. Je n'ai pas eu d'engourdissement ni pendant le moment où je suis resté immobile, ni après. Je n'ai pas non plus eu de troubles de la vue et je n'ai rien ressenti d'anormal jusqu'à présent. Sauf que depuis le 3 juillet, j'ai envie de dormir beaucoup plus qu'auparavant. Alors qu'avant cet événement, je dormais 6 à 7 heures par jour, je dors presque le double. Un petit peu moins maintenant que pendant les quelques jours qui ont suivi le 3 juillet, date à laquelle j'ai ressenti une grande envie de dormir. Actuellement, la nuit et pendant le temps de la sieste, je dors environ 10 heures. Je n'ai jamais pris de calmant. Je n'ai pas perdu de poids, ma vue est restée excellente comme avant. Le cas de Valençol devient rapidement l'un des cas les plus célèbres d'Europe et alimente les discussions autour d'une possibilité d'une vie extraterrestre. Ce qui rend cette histoire particulièrement fascinante, c'est qu'elle est racontée par un homme simple, sans recherche de gloire ou de publicité. Maurice Mas n'a jamais cherché à capitaliser sur son expérience, ce qui donne à son témoignage une authenticité difficile à remettre en question. Des décennies plus tard, cette histoire continue de captiver l'imaginaire collectif. Les champs de lavande de Valençol sont toujours là, témoins silencieux de ce qui s'est passé ce jour-là. Et bien que Maurice Mas soit décédé depuis, son récit reste gravé dans les annales de l'ufologie mondiale. L'histoire de Maurice Mas est un mystère fascinant qui soulève de nombreuses questions sur la possibilité d'une vie extraterrestre et sur ce qui pourrait se cacher au-delà de notre compréhension actuelle du monde. Quoi qu'il en soit, ce témoignage, avec ses preuves matérielles et son impact psychologique sur un homme simple et honnête, reste l'un des cas les plus troublants et crédibles de l'histoire des rencontres extraterrestres. Voilà les amis, si cette histoire vous a intrigué, mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que Maurice Mas a réellement rencontré une soucoupe volante avec des petits êtres à l'intérieur? Dites-moi le dans les commentaires. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune prochaine histoire fascinante et extraordinaire. Un petit pouce bleu sur la vidéo, ça m'aide aussi à vous faire découvrir des histoires qui sont aussi fascinantes. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.